conséquence dépend du type de sanction. Vous donniez l'exemple, je pense très pertinent, de cette réforme des retraites. Emmanuel Macron a dans ses cartons une réforme des retraites avec, si on le dit simplement, l'objectif de passer un système par points. Ça veut dire que vous cotisez en monnaie de singe et qu'on ne sait pas quand et combien vous aurez de retraite. C'est à mon avis une réforme, une attaque extrêmement grave. La question c'est qui va sanctionner Emmanuel Macron à la sortie de ces élections européennes. Du côté de la France insoumise, nous avons une position très claire sur les retraites. Nous défendons le principe d'une retraite à 60 ans à taux plein. C'est dans notre programme, c'était dans le programme des présidentielles, c'est dans le programme des européennes de défendre la protection sociale. Si nous avons un vote sanction France insoumise, oui, ça mettra un coup d'arrêt au projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Si c'est un vote... Non, Marine Le Pen ne défend pas la retraite à 60 ans. Elle a passé son temps à dire le contraire. Elle n'a jamais soutenu aucune mobilisation pour défendre le système de retraite. Donc la retraite à 60 ans à taux plein, c'est dans le programme de Marine Le Pen. C'est nouveau. Non, mais sur la retraite à 60 ans, effectivement, c'était à taux plein. C'était notre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À taux plein, au bout de 40 annuités de cotisation. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si, mais relisez le projet, non, c'est pas le programme de Marine Le Pen pendant la présidentielle. Mais attendez, vous connaissez, j'étais coordinateur du projet présidentiel. Vous allez m'apprendre. Les gens pourront vérifier. Très bien. Voilà, allez vérifier. Et écrivez-moi sur Twitter si vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que vous avez quand même un peu des points communs contre Macron. C'est-à-dire que 60 ans à taux plein, ça veut dire que quand vous arrivez à 60 ans, vous avez le droit de prendre une retraite à taux plein. Si vous avez, à la condition que vous ayez cotisé. Vous ayez 42 ans d'annuité. Non mais vous, c'est quoi votre programme? C'est dès que vous atteignez 60 ans, vous percevez une retraite à taux plein sans rien faire. Le gouvernement 40 sans avoir cotisé. Annuité de cotisation, personne du coup en pratique ne peut prendre sa retraite à taux plein à 60 ans. Pour préciser ce petit point. Donc vous, en fait, il suffit d'atteindre 60 ans, quelles que soient vos années de cotisation, pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. On veut revenir sur les réformes précédentes. C'est vachement responsable budgétairement. Vous êtes au courant qu'on a 100% d'aide sur PIB? Vous pensez que c'est normal d'avoir à travailler 42 annuités pour pouvoir toucher une retraite à taux plein? 40 annuités, c'est un système par répartition. Donc si vous cotisez, le mouvement effectivement va pas s'arrêter de lui-même. Je pense que c'est la traduction dans la rue, la traduction sociale d'un malaise politique très profond qui est lié au fait que la stratégie politique française poursuivie par Emmanuel Macron est totalement à contre-courant de la stratégie désormais internationale maintenant, depuis l'élection de Donald Trump, après le Brexit, ensuite l'arrivée au pouvoir de Salvini, et je ne parle pas de Bolsonaro, de Modi en Inde, etc. On voit qu'il y a une page mondiale qui est en train de se tourner. Si vous aviez été au pouvoir, vous auriez su résoudre le problème? C'est-à-dire que si on avait été au pouvoir, le problème ne serait pas apparu, parce que là c'est une réaction. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Donc forcément, si on avait été au pouvoir et qu'on avait immédiatement réaligné la politique française sur la nouvelle politique mondiale, sur le nouveau paradigme mondial, il n'y aurait pas eu de demande dans la rue de centaines de milliers de personnes, parce que encore une fois, on parle toujours de quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers au début, mais il ne faut pas oublier l'écrasante majorité des Français, qui est encore aujourd'hui entre 45 et 50% de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est très important. C'est pas simplement une écrasante majorité là. Au départ. Mais je veux dire, au bout de plus de 6 mois, qu'on ait encore entre 45 et 50% de soutien, c'est véritablement un record et c'est un soutien qu'on ne peut pas dire qui se dément. Voilà. Après, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a qualitativement une mutation du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, les gilets jaunes du mois de novembre et du mois de décembre, c'est pas les gilets jaunes qu'on voit aujourd'hui dans les grandes agglomérations. Déjà, ils sont nettement moins nombreux. Au départ, d'ailleurs, l'extrême gauche qui avait été très critique et très, comment dirais-je, refusant un petit peu le mouvement initial qu'elle considérait comme un mouvement nauséabond, xénophobe, etc. On se souvient des déclarations de Clémentine Autain, par exemple, à qui on demandait si elle allait défiler avec les Gilets jaunes, qui disait « je ne vais pas les défiler avec Minute et Marine Le Pen ». Bon, tout ça, tout ça a été soigneusement, la France insoumise, tout ça a été soigneusement effacé par les community managers qui sont très bons dans la France insoumise, qui ont effacé très vertement les tweets et les différentes déclarations assez hostiles au mouvement des gilets jaunes au départ, et maintenant en fait ce sont des gilets rouges déguisés en gilets jaunes en quelque sorte. Voilà, déguisés en gilets jaunes. Le mouvement a été totalement récupéré d'un point de vue politique et d'un point de vue syndical. Quoi, ça veut dire que vous imaginez que les gens sont stupides au point de se laisser manipuler? J'imagine qu'il y a un système médiatique, il y a des responsables politiques qui ont beaucoup d'influence. Ça c'est la première chose. La première chose, c'est que mais c'est quand même Emmanuel Macron qui a tiré le premier en disant je mets toute mon énergie contre Marine Le Pen, et Marine Le Pen
Pen qui lui répond « j'accepte ce défi ». Et l'électeur qui est quand même, je dirais, qui connaît les grands enjeux, parce qu'il ne faut pas non plus considérer que l'électeur est complètement débile et qu'il ne comprend rien aux problématiques politiques. Il choisit en connaissance de cause. Complètement à côté de la plaque. Mais attendez, quand vous dites c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui ont décidé de leur face-à-face, mais qu'est-ce que vous faites de l'électorat? Mais vous, ça vous arrange quelque part, non? Pour vous, c'est plutôt valorisant qu'un président dise « ma principale ennemie, c'est Marine Le Pen ». Mais ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est ce que Mitterrand avait fait dans les années 80. Il ne comprend pas que 40 années se sont passées depuis, que l'électorat aujourd'hui français est beaucoup moins naïf qu'il ne l'était à l'époque des années 80. La SOS racisme, les manifestations droit à la différence, etc. Les gens en ont soupé, ils savent très bien ce que c'est. Donc aujourd'hui, ce que fait Emmanuel Macron, c'est que peut-être à son corps défendant, il est tout simplement en train de nous ouvrir la voie du pouvoir, et c'est très bien. Parce que nous allons régler le problème, et c'est pas du tout sûr. Donc ça vous convient? C'est pas du tout sûr que les Français, cette fois-ci... Donc la stratégie d'Emmanuel Macron vous convient très bien. Ben, elle nous convient, mais parce que, si vous voulez, il y a quand même une réalité électorale derrière. Enfin, à l'élection présidentielle, les deux finalistes de l'élection présidentielle, c'est pas nous qui l'avons décidé. Les deux finalistes de l'élection présidentielle, c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant plus un an et demi, les médias, les partis politiques ont dit non, c'est pas Marine Le Pen l'opposante principale, alors même que pendant toute la Ve République, on sait très bien que les deux finalistes, il y a un qui est président et l'autre qui est le principal opposant. On a voulu nier cette réalité politique et constitutionnelle pendant un an et demi, et on découvre aujourd'hui effaré qu'en réalité, le résultat des urnes de 2017 fait que Marine Le Pen et le Rassemblement national sont la force principale d'opposition à Macron. Roland Quérol, vous... Des marées de drapeaux français, où on avait des Marseillaises qui étaient entonnées... Non, vous dites ça, il y a des drapeaux français à l'écran en ce moment. Qui étaient entonnés dans tous les coins de rue, dans toutes les villes de France. Aujourd'hui, on a les drapeaux de Che Guevara, des drapeaux de la CGT, des drapeaux algériens, des drapeaux palestiniens. Il reste des drapeaux français. Il reste un ou deux drapeaux français, mais je veux dire, c'est... Il n'y a que ça à l'image depuis tout à l'heure. Un deuxième, là. C'est dérisoire par rapport à tout le reste des drapeaux. On a des drapeaux LGBT. Un troisième juste au fond. Voilà, oui, mais ça vous avant, il n'y avait ça que... vous choque tout ça, des drapeaux LGBT, Che Guevara? Le mouvement des Gilets jaunes a connu en fait ce qu'a connu la France en 40 ans, quoi. C'est-à-dire le peuple central français des débuts, qui occupait les ronds-points, a été remplacé par des gauchistes, on peut dire ça, hein, en tout cas récupéré par... Pour vous, là, ce qu'on voit, ce sont des gauchistes? L'extrême gauche a récupéré le mouvement. D'ailleurs, on ne voit plus, effectivement, ni de Marseille, on n'entend plus de Marseillaise, on voit très peu de drapeaux français, de manière dérisoire par rapport à ce qu'on voyait au début. Voilà, donc c'est pas le même mouvement. Alors maintenant, il y a, semble-t-il, il y a une tentative de retour des Gilets jaunes, je dirais, canal historique, hein, qui justement... à la faveur de l'augmentation des prix du carburant à nouveau, essaye de revenir sur les ronds-points, notamment dans la France périphérique. Mais c'est vrai que dans les grandes agglomérations, ça n'est plus du tout le mouvement initial, en tout cas de par sa composition politique. Mais vous avez vu des revendications identitaires depuis le début? Oui, non, c'est du social et de l'écologie. Les Marseillaises. Mais un drapeau français, c'est pas une revendication identitaire. Moi, je peux faire des manifestations. La preuve, c'est que ça a disparu. Je peux faire, mais ça a disparu. Vous les voyez là, ils sont là. On en voit trois. J'ai fait des manifestations avec des drapeaux français, c'est pas une revendication. C'est une revendication. Au départ, c'est des revendications. En tout cas, vous avez vu aujourd'hui. Attendez. Des gilets jaunes qui auraient des revendications identitaires. Je vais vous poser une question. Ils n'existent pas. Je vais vous poser une question. Si le mouvement des gilets jaunes n'a pas de revendication identitaire, comment alors expliquer que dans tous les sondages pour les élections européennes, la première préoccupation des interrogés, c'est les questions liées à l'immigration et au terrorisme. Donc en fait, on a deux peuples. On a un peuple qui s'en fout des questions migratoires et des questions identitaires, et un autre peuple qui va voter pour qui l'immigration est très la question est de savoir qu'est-ce que les gens ont... Le grand débat, Emmanuel Macron, qui pourtant n'est pas connu pour être un féru de ces questions, a été obligé de mettre la question migratoire en 8e position. Parce que ça, on en revient au duo, c'est Emmanuel Macron. À savoir qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'il a éclaté au mois de novembre de l'année dernière, c'est tout simplement le retour du citoyen français, c'est-à-dire de ce peuple de Français invisibles de la ruralité qui avait disparu des radars de la politique, puisque pendant 40 ans, le système un peu gauchisant avait remplacé le citoyen par la victime. On pouvait obtenir quelque chose en France que si on était issu d'une minorité, et mieux si c'était une minorité victimisée. Là, les gens sont
passés à la rue, ils sont allés sur les ronds-points pour dire nous ne sommes pas issus de minorités, nous sommes une espèce de majorité qui a été invisible pendant des décennies, mais nous estimons que notre qualité de citoyen nous donne un droit fondamental sur ce pays. Et surtout, nous sommes salariés et nous n'arrivons pas à vivre. Exactement. Et la réponse qu'a donnée le gouvernement dès le départ, ça a été une réponse exclusivement sécuritaire et exclusivement brutale. On ne peut pas d'ailleurs s'empêcher de comparer, là, depuis quelques jours, on a des émeutes, d'ailleurs dont la presse en général ne parle pas, à Romans-sur-Isère dans la Drôme, où vous avez des policiers qui sont caillassés avec des cocktails Molotov, etc. Hier, à Goussainville, on a eu encore des soulèvements, pas une seule interpellation. Sur les gilets jaunes, on a eu des centaines de blessés, des éborgnés, même des morts. D'un côté et de l'autre, vous avez des problèmes avec la police et des jeunes. Exactement, et des trafics souvent de drogue. Ça n'a strictement rien à voir. Mais monsieur Givlet, a fortiori, c'est-à-dire que la réponse pour la deuxième catégorie que vous citez, c'est-à-dire ces trafiquants qui pourrissent la vie de quartiers entiers, devrait faire l'objet d'une réponse beaucoup plus stricte. Or là, les gilets jaunes du début qui étaient un autre débat. Non. Les gilets jaunes du début qui manifestaient, réorienter le débat, qui manifestaient pacifiquement. Non, mais c'est ça l'effet de votre discours. Enfin, allez-y, je ne réoriente pas le débat. Je dis juste que depuis le début, la réponse pendant des mois du gouvernement au mouvement des gilets jaunes, et vous n'allez pas me contredire là-dessus, a été une réponse exclusivement sécuritaire. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, si vous voulez, en ne donnant pas une réponse politique à ce mouvement depuis le début, rapidement, il a enfermé en fait le pays dans une espèce de seringue. Des anarchistes et des mouvements d'extrême gauche. Il a enfermé, si vous voulez, l'électorat dans une seringue. Et en fait, quand je vois moi les chiffres de l'abstention qui sont projetés, je suis assez sceptique. Je pense qu'effectivement, le scrutin européen étant le premier scrutin national depuis l'élection présidentielle et le dernier avant la prochaine élection présidentielle, il n'est pas tout à fait impossible que justement les Français s'emparent de ce scrutin pour revendiquer ou exprimer politiquement dans les urnes ce qu'ils ressentent depuis des mois. C'est ce que vous souhaitez aussi. C'est ce que vous souhaitez aussi. C'est une possibilité. C'est ce que vous souhaitez. Moi, je souhaite que les gens se déplacent effectivement massivement. Vous souhaitez un référendum anti-Macron. Mais c'est lui qui l'a décrété. C'est pas nous. C'est lui qui. Ce fameux référendum, ça va être quoi? Plus de 40% de Français n'y allant pas. Ben justement, non, mais moi, et les deux listes arrivant en tête qui, à eux deux, vont faire 40% des exprimés. Non, mais vous parlez d'un référendum. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit au début. J'ai dit que précisément les chiffres de l'abstention qui étaient projetés à ce stade, permettez-moi d'être un petit peu sceptique. Il n'est pas impossible qu'en réalité la participation soit plus forte. Ce qui est souhaitable d'un point de vue démocratique. Enfin, je veux dire, on ne peut pas regretter quand même que les gens participent le plus massivement possible à une élection.